De retour dans l'Africa Newsroom, nous sommes toujours en compagnie de Mpako Auguste, professeur d'université à l'université Versailles 50 ans en Yvelines, Aboubacar Lalo, géographe et consultant en politique d'aménagement du territoire, Alfred Tchongo, éditorialiste. Merci messieurs d'être restés sur ce plateau. Alors Aboubacar Lalo, toujours sur l'Afrique du Sud, quelle suite à présent? Est-ce qu'on se dirige vers peut-être une cohabitation Oui, la suite, on parlait effectivement un peu de la prospective, qui gagnera en 2019. Bon, on sait bien que, sauf quand même catastrophe, l'ANC va revenir au pouvoir là-dessus. Et moi, ce qui m'avait frappé, Aboubacar Lalo, pour vous, ça serait une catastrophe si l'ANC... Ah non, pas du tout. Non, pas du tout. Non. J'ai dit, sauf catastrophe, quoi, je vais dire. Parce que, bon, je ne vois pas à côté, je ne vois pas Julius Malema quand même prendre la tête de l'Afrique du Sud. Donc, c'est cela que je voulais dire. Non, mais il y a un chiffre qui m'a un peu justement interpellé, c'était le chiffre sur la confiance, de 64 à 54. Oui, donc, il y a quand même, voilà. Donc, il y a quand même un délitement, et c'est ce que disait justement Alfred, ça, les vieux partis qui n'ont pas su un peu se remettre en question. Voilà, donc, on sait bien qu'ils vont aller dans les cimetières des partis. Et l'Afrique du Sud, effectivement, qui n'a pas su se renouveler avec donc des personnes comme Jacob Zuma à la tête. Et puis là, donc c'est là où je voulais en venir. Là, je pense qu'il va y avoir une sorte de rajeunissement et un renouvellement quand même de cette classe-là. Et je pense justement à une femme qui est ministre du logement, une femme formidable, donc la fille de Walter Sissoulou, un des amis quand même de lutte de Nelson Mandela. Voilà, Lindeve Sissoulou, donc qui brigue le poste de vice-président. Et puis là-dessus, ce qui peut advenir aussi à l'issue de ces votes-là, de ces résultats-là, il se peut qu'il y ait une sorte de cohabitation entre un président de l'ANC et un vice-président d'un autre camp. Donc les deux d'autres. Donc ça veut dire que la crise peut encore couver pendant longtemps dans ce parti, dans ce vieux parti qui est l'ANC. Et lorsqu'on sait que pratiquement l'ANC il risque de gagner en 2019. Je pense qu'on n'a pas fini d'entendre quand même parler des petites guéguerres entre les principaux dirigeants de l'ANC. Mpako Auguste. Oui, ça veut dire qu'il faut absolument engager une réforme des institutions. Tout à fait. Parce qu'il n'est pas concevable qu'un parti qui gouverne passe son temps à essayer de gérer les querelles internes. C'est totalement inefficace à la fois pour la politique du pays, pour la politique économique. Donc si les statuts de l'ANC, et donc puisque s'ils restent majoritaires en 2019, ce seront donc eux qui gouverneront le pays, il faut absolument engager ces réformes institutionnelles afin que les institutions soient efficaces. Bon, on va continuer de débattre de cette victoire de Cyril Ramaphosa sur Africa 24 dans toutes nos éditions, bien entendu. Mais tout de suite, on va passer au grand angle. La Chambre djiboutienne de commerce veut plus que jamais convaincre les investisseurs étrangers. On l'a vu il y a quelques jours avec l'organisation du forum sur l'intégration régionale. En effet, une arrivée plus importante d'investisseurs est cruciale pour consolider la croissance du pays. Et le défi est de taille. Il s'agit pour la Chambre de commerce qui vient de fêter ses 110 ans. Il s'agit de parvenir à diversifier l'économie qui dépend encore de l'activité portuaire. Les précisions de Marcel Farba-Maroun. Située sur la côte ouest du débouché méridional de la mer Rouge au niveau de la Corne de l'Afrique, la République de Djibouti a, depuis quelques années, instauré une politique économique dynamique à travers le commerce et les services. Objectif, devenir la vitrine du COMESA, marché commun de l'Afrique orientale et australe, qui regroupe 400 millions de consommateurs. Pour y arriver, la Chambre de commerce de Djibouti accompagne le gouvernement dans cette mission en favorisant les projets du secteur privé, levier de l'économie nationale. Nous sommes résolument déterminés à faire le maximum pour que le Djibouti brille dans l'élan régional et international. Et en particulier, la zone franche djiboutienne, plus le guichet unique, apporte des solutions concrètes au développement et au rayonnement du commerce international à travers Djibouti et à travers la porte de Djibouti.
Les activités industrielles ne représentent toutefois que 15% du produit intérieur brut. Des solutions tentent d'être trouvées par le gouvernement djiboutien pour booster ce secteur avec une volonté réelle de mettre la priorité dans les activités industrielles, ce qui pourrait par conséquent réduire le taux de chômage. Djibouti dispose déjà d'un potentiel assez riche en ressources naturelles. Nous souhaitons surtout accompagner le gouvernement et la politique du gouvernement qui vise à ce que la ligne tracée de la vision 2035 fait de sorte à ce que la transformation puisse se passer, la transformation des produits finaux à Djibouti puisse se passer correctement. Et c'est la raison pour laquelle nous avons surtout fait la disposition nécessaire des jeunes entrepreneurs qui font des transformations des produits à Djibouti. Créée en 1907, la Chambre de commerce de Djibouti est, depuis 2002, l'institution représentative du secteur privé à l'échelle nationale. Elle est chargée d'émettre des avis et propositions pour accroître la prospérité économique, promouvoir le développement de la République de Djibouti, lutter contre la pauvreté et contribuer au progrès humain, entre autres. Alfred Tchango, c'est encore difficile pour Djibouti d'arriver à mobiliser les investisseurs autour d'autres domaines d'activité que l'activité portuaire? Pas nécessairement, puisqu'on a vu Djibouti s'ouvrir à plusieurs partenaires. C'est-à-dire que sortir du face-à-face avec la France pour s'ouvrir aux Chinois, aux Américains, aux Émiratis et à d'autres partenaires extérieurs. Mais ce qui est intéressant, c'est au fond ce qui se passe à Djibouti depuis un moment, en tout cas ces dernières années, autour de ce développement, parce que de toute manière, il fallait en passer par là, cette fenêtre vers la mer Rouge, l'océan Indien, donc la Corne de l'Afrique. Il fallait développer l'activité portuaire. Et l'inauguration des 3 ports qu'on vient de voir, il y a je crois qu'un 4e qui va être inauguré, installé aussi d'ici la fin de l'année. Et puis le grand chemin de fer qui va de l'Éthiopie jusqu'à la côte djiboutienne pour offrir une sortie. Je crois que c'est cette politique-là, des grands travaux, des grandes structures économiques étaient nécessaires dans un premier temps. Maintenant, il faut se tourner vers l'agriculture. Et il faut se tourner vers la formation, justement, qui est nécessaire pour permettre justement que la jeunesse et puis les femmes djiboutiennes puissent être intégrées dans le marché du travail. Je vois effectivement qu'il y a aussi une activité qui plombe un peu le CAT. Mais oui. Ça, c'est dans la région. N'est-ce pas? Je crois que ça aussi, c'est peut-être sortir un peu du commerce du CAT. Hein. Ça rapporte beaucoup, mais peut-être qu'il faut sortir de ça, aller vers autre chose. Ah, moi, c'est ce que je vois. Paco Auguste. Oui, je veux simplement remarquer dans l'introduction du président de la Chambre de commerce, il a dit qu'il faut qu'il y ait plus de produits transformés sur place. Car Djibouti a la chance d'avoir une position stratégique très importante. Cette position stratégique lui offre de grands marchés, de grands horizons. Donc cette position peut faire que si les produits sont transformés sur place, c'est là où la valeur ajoutée est créée. Donc je pense que l'un des challenges qui attend Djibouti, c'est effectivement de transformer plus de produits sur place afin de créer plus de valeur ajoutée. Aboubacar Lalo, l'enjeu, c'est la transformation sur place? L'enjeu, c'est la transformation sur place, mais transformer quoi à Djibouti? Parce que si on prend un peu la distribution, l'agriculture ne représente que 3% de la population, 3%. Là, l'industrie, les industries, c'est-à-dire le secteur secondaire, on veut le porter à 15%. Et tout le reste, c'est un système de services. C'est-à-dire, c'est le tertiaire. Donc, c'est le tertiaire, effectivement. Donc, c'est le secteur, effectivement, tertiaire, quoi, de services. Et donc, moi, en termes de richesse minérale, Djibouti n'a pas grand-chose. Il n'y a que le sel, la potasse, peut-être un jour le pétrole. Et sinon, en général, il n'y a pas grand-chose, quoi. Il n'y a pas grand-chose à transformer. Et lorsqu'on voit aussi que bon, j'ai vu une fois une des phrases de Ismaël Omar Guelleh, donc le président de la République de Djibouti, qui disait qu'il voulait faire de son pays un nouveau Dubaï. Voilà. C'est une phrase qui revient souvent.
Oui, ça c'est la phrase qui revient. Bon, moi je me dis, est-ce qu'il faut encore faire de Djibouti un État artificiel? Parce qu'effectivement, il a une position stratégique, quand même, géographiquement. On sait bien que c'est justement donc c'est à la fin donc, de ce terminal qui vient de l'Éthiopie. Donc toutes les exportations de l'Éthiopie, de la Somalie, même du Soudan, passe par le port de Djibouti, quand même, qui est grand, avec le port de Doralais, d'autres ports justement qui sont mis en service il n'y a pas si longtemps. Donc Djibouti peut miser justement sur les ports, mais faire de l'offshoring, et c'est ça que je pense que Ismaël Omar Guelleh veut faire. Ça veut dire finalement un État artificiel, un État offshore, voilà, une sorte de Panama, quoi. On est là. On est là justement avec Djibouti. Justement un pays qui importe pratiquement tout ce qu'il consomme. C'est ça. Voilà. Tout ce qu'il consomme, donc il faut se rendre compte. Voilà. C'est problématique en effet. Moi je pense effectivement qu'il faut nourrir sa propre population, c'est-à-dire l'agriculture, voir comment on peut promouvoir l'agriculture. Parce que c'est un secteur qui peut rapporter beaucoup. Nous parlons tout le temps d'autosuffisance alimentaire en Afrique, qu'il y a des carences, qu'il y a des manques, etc. Mais nous importons tout de l'étranger, ce qui n'est pas normal, alors que nous avons des terres que nous pouvons valoriser. Et surtout, le premier fournisseur, c'est la France, quand même. C'est qui est étonnant. C'est qui est étonnant, même pas l'Éthiopie qui est à côté, ou le Soudan, ou même l'Arabie Saoudite, qui est en face du détroit. Et c'est ça qui est quand même, je pense, assez étonnant avec la politique qui est suivie par Ismaël Omar Guelleh. Mpako Auguste, Djibouti, c'est quand même une croissance qui devrait probablement tourner autour des 7% cette année. Donc c'est une économie qui s'impose quand même un peu plus en Afrique de l'Est. Oui, alors simplement, certes, la croissance a été forte dans le passé, elle va encore l'être là, mais honnêtement, ce n'est pas parce qu'elle a été forte dans le passé que ceci va se poursuivre. Et d'ailleurs, pour assurer notre ami en face, Djibouti ne pourrait pas se transformer à Boubacar en Abu Dhabi pour la simple raison que aujourd'hui, les institutions financières internationales qui ont financé les énergies fossiles, même si on trouve demain le pétrole en à Djibouti, ne vont pas le faire. Donc il va manquer les moyens et donc on sera bien obligé de revenir aux bases, aux basiques. Donc l'agriculture, donc une sorte d'industrialisation. J'ai vu dans le reportage qu'on estimait déjà l'industrie à 15% de création de richesse. Donc c'est déjà pas mal. Il n'y a pas beaucoup de pays en Afrique qui sont à ce niveau-là. Donc il faut poursuivre ces efforts. Au regard de la taille quand même de Djibouti. Oui, absolument. Mais moi, ce que je trouve intéressant, c'est plutôt comment ça l'existence de cette chambre de commerce. Parce que souvent en Afrique, les chambres de commerce, on ne les entend pas, ne sont pas dynamiques. Mais là, pour le coup, elle a la mission d'orienter les actions du gouvernement, de donner des conseils, des indications. Je trouve ça très intéressant. De penser aussi à la promotion du privé, parce que ça manque aussi. Au fond, ce qui se passe, puisque la conférence, on l'a rappelé, qui a eu lieu au tout début du mois de décembre, c'est de parler de l'intégration régionale. Intégration régionale sur quelle base? Justement, c'est ça la question. Mais ça, c'est effectivement un marché énorme, 440 millions. Mais pour arriver à cette intégration, je crois qu'il faut commencer déjà tout autour. Bon, avec l'Éthiopie, c'est en train de se mettre en place, puisque c'est le voisin immédiat, et puis la Somalie. Lorsque le chemin de fer va être terminé, qui va de Addis Abeba jusqu'à Djibouti, ça, vraiment, ça sera un élément très important. Mais je crois qu'il y a des secteurs qui ne sont pas évoqués, par exemple les énergies renouvelables, qui sont des secteurs qui peuvent être aussi exploités, le soleil et tout ça, la pêche. Exactement. Donc, oui, il faut voir les deux faces, au fond, de ce processus de développement qui est enclenché autour des ports, et la nécessité d'abord de nourrir sa propre population, de lui fournir l'accès à l'eau potable, à l'électricité, à la santé, à l'école. Ça fait beaucoup de choses qui doivent être faites. Parce que les besoins de base, effectivement, sont quand même très difficiles. Il faut savoir que le climat djiboutien et le sol aussi, c'est des sols qui sont alcalinisés. C'est ça.
C'est-à-dire, pratiquement partout où vous passez, c'est du sel, quoi, voilà, que vous allez voir. Donc, c'est la raison pour laquelle l'agriculture n'est pas très développée dans ce pays, parce qu'il faut désaliniser pratiquement tous les endroits. Et comme c'est un petit pays, quand même, qui fait à peine 10 000 km², donc là-dessus, je pense que la tâche peut être quand même assez immense. Mais pour l'élevage. Voilà, où l'élevage, justement, qui existe, l'élevage des camélins, des chameaux, des chèvres, effectivement, des caprins. Et donc là-dessus, Djibouti, effectivement, a une porte, justement, des opportunités d'exportation vers les pays, justement, du Proche-Orient, de l'Arabie Saoudite, du Yémen, qui sont donc des pays qui sont en face et un peu plus loin. Moi, je voulais revenir sur la chambre, justement, de commerce, donc, qui fête quand même ses 100 ans. Donc, c'est pas aujourd'hui. Hein. C'est l'une des plus vieilles, j'imagine, l'une des plus vieilles chambres de commerce du continent. Moi, j'ai vu qu'ils ont élaboré quand même une sorte de... une sorte de programme, de prospective qui s'appelle Vision Djibouti 2035. Oui. 2035. Donc, c'est quand même assez louable de voir un petit pays, il faut dire les choses, quand même essayer de réfléchir sur 20-30 ans comme ça pour son développement. Même si c'est un petit pays, 900 000 habitants, hein, de toute façon, c'est pas grand-chose. Effectivement, ça fait à peine. Mais c'est assez paradoxal parce que Guélé n'a pas vu ça les années d'avant. Et tout d'un coup, maintenant. Bien sûr. Donc, le climat des affaires, il faut que ça revienne. Et puis, il faut qu'il y ait quand même une petite démocratisation ou bien une grande démocratisation du pays. Une grande démocratisation du pays parce que Omar Guélé, il est reconnu quand même comme étant quelqu'un de très sur l'opposition, justement, quoi. Donc, la démocratie n'est pas présente. Mais aussi l'ensemble régional qui est le COMESA, qui est un ensemble, mais qui est malgré tout un peu en veilleuse. Hein. Donc rien ne marche pour le moment. Il y a des pays même qui quittent le COMESA pour aller avec la SADC, qui est plus au sud, quoi. Donc il faut quand même qu'on relance donc, le COMESA pour que, dans un climat de paix, puisque Djibouti c'est le seul endroit où quand même existe une sorte de sécurité relative. Donc je pense que le climat des affaires, comme nous le dira si bien Paco, voilà, quoi. Donc ce sont toutes les conditions qui sont réunies là. Alors, en quelques mots, Paco Auguste. Oui, mais je voulais simplement m'inquiéter de ce programme de la Vision 2035, parce qu'on l'a vu dans quasiment beaucoup de pays d'Afrique, qui sont des documents qui ont été faits par 1 ou 2 consultants des 4 Big Four, et donc cette répétition, ce copier-coller là m'embête beaucoup, mais j'ose espérer que ça a été bien adapté à l'économie djiboutienne. On verra bien. On va marquer une courte pause. Restez avec nous, on se retrouve dans quelques instants pour la dernière partie de l'Africa Newsroom. À tout.